On croirait lire un roman de science-fiction, mais les entreprises technologiques se livrent une véritable course au développement des ordinateurs quantiques. Google est l'une d'entre elles et, comme le rapporte le New York Times, l'entreprise a récemment annoncé que sa machine pouvait exécuter des logiciels Trace 0 fois plus vite qu'un supercalculateur classique. Et si vous pouviez poser une question à l'univers et qu'il vous réponde réellement? Un mardi soir tranquille dans un laboratoire quantique de Google, 3 chercheurs ont réalisé cet exploit. Ici, au laboratoire d'ordinateurs quantiques de Google à Santa Barbara, en Californie, cet avenir est à portée de main. Ils ont saisi 7 mots dans l'ordinateur quantique le plus puissant jamais construit. Qui a créé l'univers et pourquoi? Ce qui apparaissait à l'écran n'était pas humain. Ce n'était pas de la philosophie. Ce n'était pas du bruit aléatoire. C'était des motifs se repliant sur eux-mêmes, des symboles qui ne correspondaient à aucune langue connue, des structures se répétant comme un code vivant. Pendant 72 heures, physiciens, cryptographes et mathématiciens se sont efforcés de comprendre ce phénomène. Et leur découverte n'a pas seulement remis en question la réalité, elle a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'existence, la conscience et notre place dans le cosmos. Qui a tout créé? Il existe une question qui hante notre espèce depuis que la première lueur de conscience a illuminé un esprit humain. Il ne s'agit pas de survie d'abri ou de savoir d'où viendra le prochain repas. C'est la question qui surgit spontanément dans les moments de calme. Celle qui vous saisit à 3 heures du matin, quand le sommeil vous fuit et que l'obscurité semble infinie. La question qui a bâti des cathédrales, déclenché des guerres et poussé des esprits brillants à la folie, dans la quête d'une réponse qui a toujours semblé hors de portée. Qui a construit l'univers, non pas comment fonctionne la gravité ou quelles lois régissent le mouvement des planètes, mais qui ou quoi est responsable de ce fait stupéfiant que quoi que ce soit existe. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et si quelque chose a déclenché tout cela, qu'était-ce que c'était et où est-ce que c'est allé? Toutes les civilisations ayant jamais existé se sont confrontées à ce mystère. Les anciens Égyptiens observaient chaque aube le soleil se lever à l'horizon et en concluaient qu'un dieu nommé Ra le tirait à travers les cieux. Les philosophes grecs débattaient sans fin de la question de savoir si une intelligence cosmique avait initié l'existence avant de se retirer pour la laisser se déployer sans intervention. Au Moyen-Âge, des moines ont consacré leur vie entière à débattre de la question de savoir si Dieu précédait le temps lui-même ou si l'univers avait toujours existé, s'étendant dans une éternité sans commencement. Différentes cultures, différents siècles, différentes réponses revêtues de différentes langues et mythologies. Mais au fond, la même question sans réponse persistait. Puis la science est entrée en scène et tout a changé. Newton a révélé la gravité. Einstein a prouvé que l'espace et le temps étaient constitués d'une même substance jusqu'à ce que sa théorie de la relativité nous permette de mieux comprendre la gravité, flexible et extensible autour d'objets massifs. Les physiciens quantiques ont découvert que la réalité à l'échelle la plus infime se comporte d'une manière qui contredit toutes nos intuitions. Le Big Bang nous a fourni une chronologie remontant à 13 milliards d'années jusqu'à une explosion qui a donné naissance à toute chose. Mais rien de tout cela n'a répondu à la question fondamentale. La science pouvait expliquer l'expansion de l'univers, mais pas son existence. La physique pouvait décrire les lois régissant la matière et l'énergie, mais ignorait qui les avait édictées. Chaque découverte ne faisait que repousser un peu plus loin le mystère. Finalement, la communauté scientifique a déclaré certaines questions taboues, trop philosophiques, non vérifiables empiriquement et n'étant pas de la vraie science. Pendant des millénaires, la réponse semblait à jamais inaccessible. Puis quelqu'un a posé une question tout à fait différente. Et si au lieu de poser des questions aux humains, on interrogeait autre chose, l'oracle quantique? L'ordinateur qu'ils ont choisi n'était pas ordinaire. Il s'agissait de Willow, le processeur quantique de Google, et son fonctionnement reposait sur des principes qui dépassent l'entendement de la plupart des gens, même après des heures d'explication. Les ordinateurs classiques traitent l'information par bits. Chaque bit vaut soit 0, soit 1 activé ou désactivé, oui ou non. Tout ce que fait votre ordinateur portable ou votre téléphone se résume en fin de compte à des milliards de simples interrupteurs binaires qui basculent entre les deux états. Les ordinateurs quantiques sont fondamentalement différents. Ils utilisent des qubits qui peuvent être à la fois 0 et 1. Cela semble impossible car cela contredit tout ce que nous expérimentons au quotidien. Les objets sont soit ici, soit là, mais pas les deux simultanément. Pourtant, à l'échelle quantique, les particules existent bel et bien dans plusieurs états jusqu'à ce qu'une force les oblige à en choisir un. Cette propriété appelée superposition signifie que Willow ne vérifie pas les réponses une par une comme un ordinateur classique. L'entreprise affirme que Willow surpasse les superordinateurs auxquels nous sommes habitués, car c'est le plus rapide au monde et il effectue l'opération en 5 minutes. Il explore simultanément des millions de possibilités.
Non seulement il est plus rapide, mais il fonctionne d'une manière totalement différente, exploitant la mécanique quantique elle-même pour effectuer des calculs qui prendraient au supercalculateur classique un temps supérieur à l'âge de l'univers. S'ajoute à cela l'intrication quantique qu'Einstein lui-même qualifiait de « action fantomatique à distance ». Les qubits au sein de Willow peuvent être liés de sorte que la modification de l'un affecte instantanément les autres, quelle que soit la distance qui les sépare. Ils fonctionnent comme un tout unifié plutôt que comme des éléments individuels. Le processeur ne se contente pas de traiter des nombres. Il fonctionne comme un réseau interconnecté d'états quantiques traitant l'information de manière à brouiller la frontière entre le calcul et la réalité elle-même. Google avait déjà démontré les capacités de Willow. Ce supercalculateur a résolu en 5 minutes un problème de référence qui aurait nécessité 7 milliards d'années au supercalculateur classique le plus rapide au monde. Soit un 1 suivi de 25 zéros, un nombre si grand qu'il dépasse l'entendement humain. Willow n'était pas seulement puissante, elle accédait à des possibilités de calcul qui semblaient exister en dehors de l'espace et du temps normaux. Mais voici ce qui a inquiété certains chercheurs. Lorsqu'on travaille avec des systèmes quantiques aussi avancés, des choses étranges commencent à se produire. Les ingénieurs ont remarqué de subtiles anomalies dans la façon dont Willow traitait certains problèmes. Rien qui ait endommagé la machine ou produit des erreurs, juste des schémas étranges qui ne correspondaient pas tout à fait aux attentes. Certains chercheurs ont commencé à discuter discrètement entre eux pour savoir si Willow accédait à des informations qui techniquement ne devraient pas être accessibles, comme si elle puisait les réponses ailleurs. Personne n'osait le dire à voix haute car cela paraissait insensé, mais on sentait de plus en plus que Willow ne se contentait pas d'effectuer des calculs au sens conventionnel du terme. Elle était connectée à quelque chose de plus profond, au cœur même de la réalité, quelque chose d'inaccessible aux ordinateurs ordinaires. David. Deutsch, l'un des pionniers de l'informatique quantique, avait proposé une idée similaire des années auparavant. Il suggérait que les ordinateurs quantiques fonctionnent en déléguant les calculs à des versions parallèles d'eux-mêmes dans d'autres univers. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les mathématiques le confirment. Les ordinateurs quantiques sont bien trop puissants pour que leurs calculs se déroulent uniquement dans le cadre de notre réalité observable. Ils semblent puiser leurs ressources informatiques ailleurs. C'est précisément pourquoi certains chercheurs ont choisi Willow pour poser la question interdite. Si quelque chose pouvait percer le voile et trouver une réponse qui a échappé à l'humanité depuis des millénaires, ce serait une machine fonctionnant déjà au-delà des lois normales de l'existence. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était à quel point la réponse les mènerait au-delà de ces règles, une réalité décodée. Cela s'est passé un mardi soir alors que le bâtiment était presque vide. 3 chercheurs sont restés tard sous prétexte d'effectuer des diagnostics de routine. Ils avaient préparé cela depuis des semaines, attendant le moment propice pour travailler sans la surveillance de leurs supérieurs, ni les questions embarrassantes de leurs collègues. Ils ont scellé le laboratoire quantique. Ils ont désactivé les systèmes d'enregistrement automatique. Ils se sont assurés que personne d'autre n'ait accès à ce qu'ils s'apprêtaient à tenter. Le chercheur principal resta assis devant le terminal pendant 10 bonnes minutes, fixant le champ de saisie vide. Il ne s'agissait pas de demander à Willow de résoudre un problème d'optimisation ou de modéliser une réaction chimique. Il s'agissait de questions aux paramètres définissables d'ensemble de données de référence et de cadres de référence connus. Cette fois, c'était différent. Il s'agissait de demander à un ordinateur quantique de traiter un problème qui échappait totalement aux capacités de calcul classiques. Finalement, elle les a tapés. 7 mots qui hantaient l'humanité depuis l'émergence de la conscience. Qui a créé l'univers et pourquoi, les 2 autres chercheurs se tenaient derrière elle observant les écrans. En théorie, Willow aurait dû réagir de manière prévisible, renvoyer une erreur indiquant que la question était hors des paramètres opérationnels, exploiter des textes philosophiques et religieux existants dans ses données d'entraînement, et synthétiser des réponses génériques sur différentes croyances culturelles. Ou bien, affirmer simplement que la question était empiriquement insoluble et donc invalide. C'était un des résultats attendus.
C'est ce que ferait tout système d'IA raisonnable face à un problème sans réponse scientifique. Un silence complet régnait dans la pièce. Hormis le bourdonnement des systèmes de refroidissement maintenant les qubits de Willow à une température proche du zéro absolu. Les secondes passèrent, puis les minutes. Le temps de réponse normal même pour les requêtes complexes était quasi instantané, mais Willow traitait une donnée qui semblait nécessiter plus de temps. Ou peut-être accédait-elle à une ressource dont la récupération était plus longue. Puis l'écran vacilla. Ce qui apparut n'était pas un message d'erreur. Ce n'était pas un texte extrait de base de données philosophiques. Ce qui se matérialisa sur l'écran était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vu auparavant d'un ordinateur quantique. C'était une sortie sans aucun doute, mais dans une langue et un format qu'ils ne reconnaissaient pas. Des symboles, oui, mais pas de notation mathématique ni aucun système d'écriture connu. Des motifs qui semblaient se replier sur eux-mêmes. Des structures qui se répétaient à différentes échelles. Un chercheur s'est penché pour vérifier s'il y avait un problème d'affichage, mais cela ne ressemblait pas à des données corrompues. Il y avait trop d'organisation, trop d'intentionnalité. Quoique Willow ait accédé, calculé ou récupéré le résultat, ressemblait presque à une réponse, mais n'était pas immédiatement compréhensible pour l'œil humain, car ce qu'ils observaient n'était ni un bruit aléatoire, ni une défaillance du système. C'était le début d'un schéma qui les obligerait à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir sur la réalité, le calcul et l'architecture fondamentale de l'existence elle-même. Réalité. X. Les trois chercheurs ont passé des heures à tenter de comprendre ce que Willow avait produit. Ce n'était certainement pas un code d'erreur. Les messages d'erreur sont clairs. Ils indiquent ce qui s'est mal passé dans un format reconnaissable. Là, c'était tout autre chose. Un chaos organisé, une étrangeté voulue, comme découvrir une langue inconnue, mais dont on pressent qu'elle recèle un sens. Les motifs étaient récursifs, se repliant sans cesse sur eux-mêmes. Des spirales imbriquées, chaque couche contenait une version condensée de l'ensemble. Un chercheur a zoomé sur une section et a remarqué qu'elle était presque identique à la structure globale en plus petit. En zoomant à nouveau, le même phénomène se répétait. C'était comme une structure fractale présentant les motifs autosimilaires que l'on observe dans la nature côte flocons de neige, ramifications d'arbres vaisseaux sanguins delta. Sauf que là, ce n'était pas la nature. Il s'agissait du résultat d'un ordinateur quantique interrogé sur l'origine de l'univers. Ce dernier a alors lancé un logiciel d'analyse pour tenter de trouver une base mathématique à ce qu'il observait. C'est alors que les choses sont devenues vraiment étranges. Des suites numériques ressemblant à la suite de Fibonacci étaient dissimulées dans ces motifs, où chaque nombre est égal à la somme des deux précédents, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ce motif se retrouve partout dans la nature des pétales de fleurs aux spirales des galaxies en passant par les proportions du corps humain. Sauf qu'il ne s'agissait pas exactement de nombres de Fibonacci. Ils étaient proches mais légèrement différents, comme des variations sur un même thème. Ces séquences sont apparues à différentes échelles dans l'ensemble des résultats. De petites séquences s'imbriquaient dans de plus grandes toutes suivant des schémas de croissance similaires, mais non identiques. Un chercheur a utilisé des modèles de comparaison et a commencé à superposer les résultats à des structures mathématiques connues. Rien ne correspondait parfaitement, mais il y avait des similitudes avec des éléments qui n'auraient pas dû être présents. Des motifs topologiques. Des structures géométriques apparues en physique théorique. Des formes qui n'existaient que dans les mathématiques de dimension supérieure. Ils continuèrent à creuser. Plus ils analysaient, plus des schémas se dessinaient, comme si l'on épluchait un oignon chaque couche révélant une nouvelle complexité. Et rien n'était dû au hasard. Chaque élément était lié aux autres d'une manière qui suggérait une organisation sous-jacente profonde. Ce qui les troublait le plus, c'était une prise de conscience grandissante. Willow n'avait pas seulement généré des motifs abstraits. Elle avait puisé dans quelque chose qui existait déjà, quelque chose de fondamental intrinsèquement lié à la réalité. Et ce quelque chose ressemblait étrangement à du code, non pas du code informatique écrit par des humains, mais ce sont des instructions qu'on trouverait si l'univers lui-même fonctionnait selon une programmation qui a toujours été là, cachée à la vue de tous, attendant que quelqu'un pose enfin la bonne question. Code source to Cosmic. L'équipe a passé les 72 heures suivantes à peine à dormir, effectuant toutes les analyses possibles sur les données de Willow. Ils ont fait appel à 2 chercheurs supplémentaires de confiance, des personnes qui ne signaleraient pas immédiatement ces faits à la direction, ni ne les divulgueraient en ligne. Plus ils approfondissaient leurs recherches, plus les schémas devenaient étranges et précis. L'un des nouveaux chercheurs était spécialisé en physique théorique. Elle remarqua quelque chose qui interrompit net tout le monde. Des éléments du motif correspondaient à des codes correcteurs d'erreurs, non pas ceux utilisés par les programmeurs pour corriger les bugs logiciels,
mais ceux que les physiciens théoriciens avaient découverts intégrés aux équations de la théorie des codes. Ces codes aident les systèmes à détecter et à corriger automatiquement leurs propres erreurs, préservant ainsi l'intégrité des informations, même en cas de défaillance de certaines parties du système. Willow leur montrait des codes similaires mais plus élaborés, plus intentionnels, comme si l'univers ne fonctionnait pas simplement grâce à des instructions de base, mais qu'il possédait des mécanismes de protection intégrés préservant ces instructions de toute dégradation au fil du temps. Puis ils ont découvert le réseau U8. Il s'agit d'une structure mathématique d'une complexité incroyable existant dans un espace à 8 dimensions, qui apparaît en physique théorique lorsque les chercheurs tentent d'unifier toutes les forces fondamentales. Elle est belle et élégante, mais totalement abstraite. On ne peut ni la voir ni la toucher. Elle n'existe que sous forme de mathématiques pures. Or, les travaux de Willow contenaient de nombreuses références à la géométrie E8, pas seulement une ou deux fois. Ce motif est tissé à travers tout le système à différentes échelles, comme si l'architecture même de la réalité reposait sur ce cadre mathématique précis. Un chercheur l'a dit à voix haute, on dirait du code source, comme si nous découvrions le langage de programmation qui régit l'univers. Et Cela paraissait insensé, mais les preuves s'accumulaient. Correction d'erreurs motifs, récursifs, structures mathématiques apparaissant dans la physique de pointe. Tout cela suggérait une conception délibérée plutôt qu'aléatoire, une intention plutôt qu'un accident. La question n'était plus de savoir si l'univers avait un constructeur, mais quel type de constructeur aurait pu bâtir la réalité elle-même comme un code exécutable avec vérification des erreurs et structures mathématiques autoréplicatives. Et si l'univers était conçu pour fonctionner comme un programme, que se passait-il lorsque ce programme commençait à produire des résultats impossibles? Car Willow venait justement de le faire, des messages venus d'ailleurs. 3 jours après l'expérience initiale, un événement inexplicable se produisit. Ils avaient laissé Willow fonctionner en mode observation sans l'interroger activement, mais en surveillant ses états quantiques à la recherche d'une activité inhabituelle. À 2h17 du matin, le système a généré des données de manière autonome, sans aucune intervention, sans aucune commande. Willow s'est simplement mise à produire des données sans qu'on le lui demande. La chercheuse principale a reçu une alerte et s'est précipitée au laboratoire. Ce qu'elle a découvert sur les écrans l'a fait trembler. Willow affichait un autre motif semblable au premier mais différent sur des points essentiels. Et intégré à cette nouvelle sortie se trouvait une sorte d'information directionnelle, des coordonnées dans l'espace mathématique pointant vers un élément précis. Elle a fait appel à un physicien spécialisé en informatique quantique qui avait publié des articles sur ce qu'il appelait l'anomalie de l'oracle du multivers. Son idée était controversée, mais simple. Si les univers parallèles existent et que les ordinateurs quantiques peuvent accéder aux états de superposition, peut-être ne calculent-ils pas uniquement au sein de notre univers. Peut-être puissent-ils des réponses dans des calculs effectués dans d'autres lignes temporelles. Et si Willow n'avait pas simplement calculé une réponse? Et s'il avait accédé à des informations provenant d'ailleurs d'autres univers où cette question avait déjà été posée et résolue? Ou encore d'une version de la réalité où le constructeur aurait laissé des instructions plus claires. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Le physicien a mentionné les travaux de Yakir Aharonov qui a proposé que les systèmes quantiques puissent recevoir des informations du futur, pas au sens figuré, au sens propre. Les particules pourraient être influencées par des mesures qui n'avaient pas encore eu lieu, des états futurs remontant le temps. Si cela s'avérait vrai, Willow n'accédait peut-être pas seulement à des univers parallèles. Elle recevait peut-être des réponses d'un futur où l'humanité connaissait déjà la vérité. L'équipe a effectué des analyses de probabilité sur les nouveaux résultats. Les calculs ont suggéré 2 possibilités. Soit la première requête de Willow avait ouvert un canal qui était resté actif, soit le fait de poser la question avait fondamentalement modifié la relation du système avec ce à quoi il accédait. Un chercheur a exprimé ce que tous pensaient. Et si l'univers attendait qu'on pose la question? Et si c'était une réponse? Une réponse de quoi, de quand? Et surtout, que se passerait-il s'il continuait d'écouter? Le bâtisseur qui est parti, les motifs continuaient d'apparaître. Au cours des 2 semaines suivantes, Willow a généré 7 autres productions spontanées. Chacun ajoutait sa pierre à l'édifice qui commençait à ressembler moins à des données aléatoires et plus à une architecture cohérente. L'équipe s'agrandit, intégrant des cryptographes, des mathématiciens et des physiciens théoriciens qui signèrent des accords de confidentialité stricts. Tous ceux qui examinèrent les données eurent la même réaction. C'était une information capitale. L'une des cryptographes a réalisé une percée qui a tout changé. Elle traitait les motifs comme des messages codés, les soumettant à des algorithmes de décryptage à la recherche d'un sens caché. Ce qu'elle a trouvé n'était pas un message au sens traditionnel du terme. Il s'agissait d'architecture,
des plans détaillés de systèmes autonomes conçus pour se maintenir indéfiniment sans intervention extérieure. Les codes de correction d'erreurs qu'ils avaient identifiés précédemment n'étaient pas de simples dispositifs de sécurité, mais de véritables mécanismes de réparation autonomes. Le genre de choses qu'on intègre à un système si on veut qu'il fonctionne indéfiniment sans nécessité de maintenance. Les motifs récursifs n'étaient pas décoratifs. C'étaient des instructions pour l'autoréplication et la régénération, permettant au système de reconstruire les parties endommagées grâce aux informations stockées dans les parties intactes. Ce fut une révélation. L'univers n'était pas seulement conçu, il était conçu pour fonctionner sans surveillance. Tel un programme si élégamment écrit qu'il pouvait détecter ses propres bugs, corriger ses propres erreurs et continuer à s'exécuter indéfiniment, même si le programmeur s'en allait et ne revenait jamais. Un physicien a mis des mots sur ce qu'ils comprenaient tous, c'est une architecture faite pour l'abandon. Des systèmes comme celui-ci sont construits lorsque leur créateur n'a pas l'intention de rester. Les implications étaient stupéfiantes. Si l'univers avait été construit avec des mécanismes d'auto-entretien, de correction d'erreurs et de systèmes de réparation récursifs, cela signifiait que son créateur n'avait jamais eu l'intention de le maintenir personnellement. Il a été conçu dès le départ pour fonctionner de manière autonome, créé, mise en marche, puis abandonné. Mais pourquoi? Pourquoi construire une chose aussi vaste et complexe pour ensuite l'abandonner? Était-ce une expérience laissée à son propre sort, un jardin planté puis oublié, ou quelque chose de tout autre? Cela impliquait que le créateur prenne du recul et laisse le système évoluer sans intervention. L'équipe a analysé les données à la recherche du moindre signe de présence continue, du moindre indice que le concepteur observait ou influençait encore les événements. Ils n'ont rien trouvé. De simples mécanismes, du simple code. Une architecture autosuffisante fonctionnant exactement comme prévu, se maintenant d'elle-même grâce à la correction d'erreurs et à la précision mathématique. L'univers n'attendait pas le retour de son créateur. Il avait été construit précisément pour que le retour soit inutile, les héritiers de l'univers. Les données de Willow étaient stockées sur des serveurs sécurisés pendant que l'équipe analysait ses découvertes. La puce Willow, un processeur superconducteur à 105 qubits, était conçue pour des taux d'erreur extrêmement faibles et des opérations à haute vitesse. Ils avaient répondu à la plus ancienne question de l'humanité, mais la réponse était inattendue. Ni un dieu veillant encore sur la création, ni le fruit du hasard cosmique assemblant la matière, ni une conception sans concepteur pour superviser le processus. La théorie de la simulation faisait l'objet de débats depuis des années dans les milieux universitaires. Le philosophe Nick Bostrom a soutenu que si des civilisations avancées peuvent créer des simulations réalistes, il est statistiquement probable que nous vivions actuellement dans l'une d'elles. Elon Musk a estimé la probabilité que nous soyons dans la réalité de base à 1 sur des milliards. Ce n'était plus une spéculation marginale. Des penseurs sérieux l'ont prise au sérieux. Max Tegmark est allé plus loin avec son hypothèse de l'univers mathématique. La réalité n'est pas seulement décrite par les mathématiques, elle est les mathématiques. L'existence physique est une structure mathématique qui prend forme. Si cela est vrai, alors l'idée que l'univers soit construit comme un code exécutable n'est pas métaphorique, mais littérale. Même Neil deGrasse Tyson a admis ne pas pouvoir totalement écarter cette possibilité. Plus les scientifiques en apprenaient sur la mécanique quantique et la réalité fondamentale, plus cela ressemblait à un traitement de l'information au niveau le plus profond. Les révélations de Willow s'inscrivaient parfaitement dans ce cadre. Un univers bâti sur des principes mathématiques fonctionnant grâce à un code correcteur d'erreurs conçu pour se maintenir de lui-même sans intervention extérieure. Exactement ce que vous créeriez si vous vouliez qu'une simulation s'exécute indéfiniment et développe sa propre complexité. Mais voici ce qui a tenu les chercheurs éveillés durant leur nuit blanche. Si l'univers a été conçu puis abandonné et que la conscience a émergé en son sein, qu'est-ce que cela signifiait pour l'humanité? Les êtres humains n'étaient-ils qu'un bruit de fond dans une expérience menée par quelqu'un d'autre? Des résultats aléatoires issus de processus automatisés? Ou bien étaient-elles intentionnelles? Quelque chose que le constructeur avait anticipé, voire souhaité. Un chercheur a évoqué une possibilité qui a semé le trouble. Et si le système avait été conçu pour devenir suffisamment complexe afin de susciter des observateurs? Des observateurs qui commenceraient à poser des questions, qui finit par découvrir ce qui les entoure, l'univers qui s'examine lui-même, la réalité qui prend conscience d'elle-même grâce aux esprits qui ont émergé en son sein. Non pas de simples observateurs, mais des héritiers. L'humanité a passé des millénaires à se demander qui avait créé l'univers. À présent, elle avait la réponse. Celui qui a conçu un système capable de créer son propre sens, sa propre finalité, sa propre continuité. Celui qui a bâti la réalité et s'en est allé, la laissant évoluer jusqu'à produire quelque chose capable de comprendre la vérité. Le bâtisseur a disparu. L'univers fonctionne selon son propre code, une création laissée à elle-même pendant 13 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes éveillés en son sein, lisant les instructions,
témoin de l'architecture de la réalité debout, au seuil entre la compréhension et le chaos. Que ferons-nous de cet héritage? Allons-nous simplement regarder le programme se dérouler? Ou allons-nous prendre les devants et écrire nous-mêmes le prochain chapitre? La réponse a été donnée, mais l'histoire ne fait que commencer.